Pour entrer dans ces abattoirs, il nous faut l'aide de Frédéric Freund, directeur d'une association de protection des animaux. Nous sommes à Saint-Affrique en Aveyron, à un établissement classé 3, au moment du tournage. Le bureau. S'il se rend régulièrement dans ces établissements, c'est pour s'assurer que les animaux sont traités comme l'exige la loi. Bonsoir, les Français aiment la viande, nous en sommes des grands consommateurs. Mais que sait-on de l'état sanitaire de nos abattoirs? Les règles d'hygiène y sont-elles respectées? Et dans quelles conditions les animaux de boucherie sont-ils abattus? Bonsoir à tous. Nous vous proposons une enquête pour ouvrir notre magazine ce soir. C'est un rapport qui nous a alertés, un rapport de la Cour des comptes qui date de 2008. Il n'a jamais été rendu public, mais nous avons pu nous le procurer. 41% des abattoirs en France ne seraient pas conformes et il y aurait une absence de sanctions. Alors nous avons voulu savoir si aujourd'hui les règles d'hygiène dans ces abattoirs étaient bien respectées. C'est un monde très fermé que nous avons approché, un monde qui n'a pas l'habitude des caméras et qui n'aime pas être dans la lumière. Très vite, plusieurs questions se sont posées. Est-ce que la logique de rentabilité a pris le pas sur la sécurité? Et y a-t-il des risques sanitaires pour les consommateurs? Regardez l'enquête d'Anne Deloisy, Jennifer Deschamps, Romane Moutura et Véronique Blanc, qui répondra ensuite aux questions de François sur ce plateau. Laurent Dureau est un chef cuisinier heureux. Rien ne le ravit plus que ce petit grésillement. Alors, on a une belle couleur de cuisson. Celui d'une viande saisie qui fait la renommée de sa cuisine. Nous sommes à 2 pas des Champs-Élysées et ici l'entrecôte, le filet et le pavé ont la cote. Alors celle-là on voit bien la noix de l'entrecôte, le gras très blanc et les petites incrustations de gras. Pour un apport de goût, on appelle ça une viande persillée. Vous me dressez une assiette les gars s'il vous plaît, on va envoyer. La viande, les Français en raffolent. Chaque personne en consomme en moyenne 92 kilos par an. Bon appétit. Nous aurions d'ailleurs une des meilleures viandes au monde et la France serait à la pointe de la sécurité alimentaire. Nous décidons d'enquêter sur cette filière et plus particulièrement sur les abattoirs. Un premier document confidentiel que nous nous sommes procurés nous alerte. Il n'a jamais été rendu public. C'est un rapport de la Cour des comptes datant de 2008. Il y est écrit que la situation sanitaire des abattoirs est préoccupante et précise que 41% des abattoirs de boucherie ne sont pas conformes. Un an plus tard, des inspecteurs vétérinaires européens contrôlent 6 abattoirs français. Dans la moitié d'entre eux, ils notent des déficiences majeures. Et dans l'un, la situation dépasse même l'entendement. Traces de rouille, saletés et moisissures, matière fécale visible. Les constats sont choquants, d'autant plus qu'ils ne sont pas sans conséquences. Des victimes font les frais de ce manque d'hygiène. Nous avons voulu savoir si la situation dans les abattoirs était toujours identique aujourd'hui. Quels sont les risques pour notre santé? Enquête dans un des milieux les plus fermés de l'agroalimentaire. Après de longues tractations et à condition de ne pas donner son nom, le seul abattoir qui a bien voulu nous ouvrir ses portes est celui dans lequel travaille Guillaume. Il est responsable qualité. Après un bac+5, cela fait 2 ans qu'il est à ce poste. Et lui, sa bête noire, c'est l'hygiène. Pense bien à tracer les mains quand tu changes de côté. Pourtant, malgré la présence de Guillaume et de notre caméra, première surprise, les ouvriers vont commettre plusieurs fautes. Exemple avec ce bac à déchets sur lequel cet opérateur va poser son fusil. L'objet qui lui sert à aiguiser son couteau. Alors, mais vous
poses ton fusil sur le... Alors, regarde, c'est quoi ça? Ah ouais, ça c'est... Ah ouais, mais tu prends un couteau propre et après tu l'affûtes avec ton fusil qui est posé sur un bac de déchets. L'ouvrier est ostensiblement indifférent aux réflexions de Guillaume. Moi je suis en train d'expliquer les règles d'hygiène et là tu poses ton truc sur le bac. Ce ne sera pas le seul. Quelques minutes plus tard, cet autre ouvrier se sert de la douche réservée au nettoyage des tabliers des hommes pour laver une vache. Une pratique totalement interdite. C'est qu'on n'a pas le droit de le faire, on va donner quoi comme image? Non mais je comprends bien, mais... Là aussi, Guillaume a beaucoup de mal à se faire entendre. Pourtant ici, prendre l'hygiène à la légère est irresponsable. En cause, les bactéries qui peuvent se retrouver dans la viande. Parmi elles, une des plus dangereuses, l'Escherichia coli, appelée plus souvent E. coli. Ces bactéries se trouvent sur le cuir des bêtes quand celles-ci ne sont pas propres. La phase du dépeçage est donc particulièrement délicate. Donc vous voyez, la technique de dépouille, c'est toujours de replier la peau sur le côté sale sur le côté sale, pour éviter toujours qu'il y ait contact de la partie extérieure de la peau sur la viande. Mais ce n'est pas tout. Les bactéries sont aussi dans l'estomac des bêtes et dans leur bouse. Alors, pour éviter tout reflux lorsqu'il est retiré, l'estomac est ligaturé à ses deux extrémités. Lors de l'éviscération, aucun coup de couteau ne doit perforer les viscères qui contiennent ces fameux E. coli. Des précautions qui semblent être prises dans cet abattoir. Mais qu'en est-il chez ceux qui refusent la présence de toute caméra? En France, il existe 275 abattoirs disséminés sur tout le territoire. Le ministère de l'Agriculture détient la liste des bons et des mauvais élèves. Cette liste n'est pas publique, nous l'avons néanmoins récupérée. Les abattoirs y sont classés en 4 catégories. Les 1 et les 2 sont d'un niveau correct. L'abattoir dans lequel travaille Guillaume, par exemple, est classé 2. Les 3 et les 4 présentent des défauts importants, voire graves. Selon l'Union européenne, ils devraient être fermés. Même si un faible pourcentage de la viande y est abattue, il en existe pourtant encore 30 en France. À quoi ressemblent ces établissements si mal classés? Et être bien classé, est-ce une garantie suffisante de bonne tenue? Pour entrer dans ces abattoirs, il nous faut l'aide de Frédéric Freund, directeur d'une association de protection des animaux. Nous sommes à Saint-Affrique en Aveyron, un établissement classé 3 au moment du tournage. Le bureau. S'il se rend régulièrement dans ces établissements, c'est pour s'assurer que les animaux sont traités comme l'exige la loi. Frédéric est plutôt bien reçu. Il faut dire que l'abattoir n'a pas vraiment le choix. En cas de refus, Frédéric ferait remonter un rapport au service de l'État. Quelques minutes plus tard, le constat est saisissant. Le lieu est vétuste, les équipements ne sont pas aux normes et le personnel manque de formation de manière flagrante. Ce bouc, par exemple, ne devrait pas se retrouver suspendu vivant par les pattes. C'est interdit. L'animal devrait être immobilisé avant d'être tué. Ah non, c'est pas bon là. Oui, mais c'est pas bon là. Égorgé suspendu, c'est interdit. Interdit. Il n'y a pas de contention mécanique. L'animal se débat, il est obligé de le maintenir à la main. Voilà. Au-delà de la cruauté de l'abattage, l'endroit est sale, les murs sont crasseux et les plafonds sont décrépits. Il n'y a aucune séparation entre le secteur dit sale, celui où les bêtes arrivent, et le secteur dit propre, celui où elles sont dépecées. En se déplaçant, les ouvriers propagent les bactéries d'une carcasse à l'autre. Enfin, en poursuivant dans les enclos, nous allons encore constater le laxisme de l'établissement. Une bête morte.
bête malade. Mais si elle est malade ici, ils peuvent quand même l'avoir. C'est avoir avec le vétérinaire. Est-ce que le vétérinaire l'a inspecté? Normalement, l'abattoir doit mettre la bête de côté et appeler le vétérinaire en charge de l'établissement, le seul capable de se prononcer sur la maladie de l'animal. Si la chèvre morte va être mise hors de circuit et envoyée à l'équarrissage, le mouton malade, lui, va entrer tel quel sur la chaîne d'abattage. Une infraction lourde qui engage la responsabilité du directeur de l'abattoir. Personne ne sait de quoi souffre le mouton. Pourquoi à Saint-Affrique cette situation dure-t-elle depuis au moins 5 ans? Nous cherchons tout d'abord à entrer en contact avec les dirigeants de l'abattoir. Au téléphone, ils refusent toute interview. Nous décidons de retourner sur les lieux. Bonjour monsieur, c'est au téléphone, tu vous dis quelque chose? Oui. Oui, bonjour. Et nous, on n'a rien fait, on ne rentrait jamais à l'abattoir. Mais pourquoi est-ce que vous voulez pas nous laisser rentrer, ça je comprends pas. On est privé, on peut faire ce qu'on veut. Il n'y a rien à voir. Quel problème il y a? On a eu des documents qui nous montrent que chez vous, sanitairement... Non, sanitairement, je vous dis... Nous leur exposons les problèmes sanitaires dont nous avons été témoins. Ils nient tout en bloc. Je ne suis pas du tout habilité, on n'a pas de problème. Non, mais il n'y a pas de problème. Nous, aujourd'hui, il n'y a pas rentré à l'abattoir, mais nous, aujourd'hui, on n'a pas de sanction pour aujourd'hui arrêter l'abattage. On n'a rien. On tue depuis des mois, des années, et il y a pas... Ça fait 21 ans. Ils disent ne pas être inquiétés par les autorités qui les supervisent. Pourtant, il y a quelques semaines, la préfecture de l'Aveyron a enfin décidé de classer 4 cet abattoir, puis de le fermer. Une décision prise après 5 ans de tergiversation. La préfecture dit avoir laissé une chance à l'abattoir de s'améliorer. Pourquoi un tel délai? C'est le sénateur-maire de Saint-Affrique qui va nous apporter la réponse. Nous le rencontrons au Sénat. Pour lui, il fallait préserver l'emploi. 27 salariés y travaillent et des éleveurs de toute la région y envoient leurs bêtes. Si demain matin il n'y a plus d'abattoir, je suis persuadé que les 30 personnes qui sont dans cet abattoir, ils n'ont plus un emploi. Hein. Tout ça, c'est facile de dire, il y avait cailles, faucons, etc. Non, on a dû gérer des gens qui ont 4-5 enfants, qui ont des difficultés, qui sont dans les secteurs sensibles, etc. À Saint-Affrique, la mairie s'est engagée à racheter l'abattoir et à le rénover. Pour l'instant, son activité est suspendue. Alors, le manque d'hygiène de certains abattoirs fait-il courir un risque aux consommateurs? 5 enfants hospitalisés à cause d'une bactérie. E. coli, nouveau cas en cours d'investigation. Alerte au steak haché. Aujourd'hui, la principale conséquence du manque d'hygiène des abattoirs, ce sont ces E. coli qui font régulièrement la une des journaux. Chaque année, une centaine de cas graves sont répertoriés. Certains conduisent même à des décès. C'est le steak haché pas assez cuit qui est le principal produit à risque. Les enfants sont les plus vulnérables. À Biscarrosse dans les Landes, c'est ce qui est arrivé à Mathilde en 2005. Elle a mangé un steak haché contaminé aux E. coli. Aujourd'hui, elle en subit encore les conséquences. Cela ne se voit pas, mais les 2 reins de Mathilde sont nécrosés. Elle a des problèmes de tension et doit prendre désormais des médicaments à vie. Allez, on fait start. Quand on fait start, tu ne bouges plus, tu ne parles plus. En 2005, Mathilde a 4 ans. 5 jours après avoir mangé un steak haché, elle ressent de violentes douleurs à l'estomac. Mathilde, c'est pas une enfant qui se plaint, et là, elle était vraiment très très mal. Elle était recroquevillée dans son lit et elle ne pouvait pas bouger, tellement la douleur était intense. La fillette est transportée d'urgence à l'hôpital dans un état grave. Elle y est rejointe par 24 autres enfants qui ont eux aussi mangé la même marque de steak haché, acheté dans un supermarché. Tous sont victimes d'une maladie connue outre-Atlantique sous le nom de la maladie du hamburger. En tout,
Mathilde a dû supporter 19 dialyses et 5 transfusions sanguines. Plus tard, elle devra peut-être se faire greffer un rein et risque d'avoir des problèmes pour avoir des enfants. Des séquelles importantes, l'avocat de la famille ne veut donc pas en rester là. Pardon. Bonjour ma grande fille, bonjour mon garçon, bonjour madame. Pour lui, le responsable, c'est l'abattoir qui était sale. Je vais pas emmener tout mon dossier épais comme ça. J'ai emmené simplement les dernières pièces, surtout les affaires pénales. À ce jour, l'affaire n'a toujours pas été jugée. Mais selon l'avocat de la famille de Mathilde, les nombreuses erreurs d'hygiène rendent la contamination superficielle hautement probable. Cet établissement était pourtant classé 2 à l'époque, c'est-à-dire à un niveau convenable. La procédure civile, la réparation du préjudice corporel. Les vaches arrivaient pleines de bouse, elles étaient sales, elles n'étaient pas nettoyées d'une façon nécessaire. Qui plus est, le personnel lui-même avait des souillures sur ses propres vêtements, et c'est ce qui fait que, au bout du compte, il y avait un mélange des bouses, un mélange des saletés avec la viande. Nous avons contacté Soviba, qui a fabriqué le steak haché contaminé mangé par Mathilde, pour avoir leur version. C'est un des plus grands abattoirs de France. L'entreprise a refusé de nous recevoir, mais elle nous a renvoyés vers son avocat. Soviba ne peut pas vous affirmer qu'il n'y a pas eu, on va dire, de questions liées à la propreté de l'animal. Elle ne le sait pas. La cause de la contamination superficielle est possible, mais elle n'est pas démontrée. Mais en même temps, ce que j'entends aussi, c'est qu'un classement 2 pour un abattoir n'apporte aucune garantie de qualité sanitaire en termes d'échalotes coli. Le préfet n'a pas retiré l'agrément de Soviba après les faits, et c'est un agrément qui porte sur un des abattoirs reconnus comme ayant l'un des meilleurs niveaux de qualité en France. 6 ans après les faits, la loi n'impose toujours pas la recherche des E. coli dans la viande que nous consommons. Alors, comment les autorités tentent-elles de se prémunir contre les risques sanitaires? Au marché professionnel de Rungis, 300 000 tonnes de viande transitent chaque année. Pour la contrôler, des vétérinaires payés par l'État. Aujourd'hui, Eric et son collègue inspectent un grossiste. En fait, c'est pour faire une inspection, une infraction programmée. Dès leur arrivée, des anomalies leur sautent aux yeux, comme cette viande qui touche le lavabo. Là, normalement, il faudrait qu'ils repoussent un peu ces quartiers de viande pour éviter qu'il y ait un contact. Voilà, ça ne doit pas toucher. Normalement, Donc on force. Voilà. Ensuite, j'ai... alors ça, c'est une carcasse assez importante qui ne doit pas toucher le sol. Donc ça, c'est pas hygiénique aussi. Le fait que la viande touche le sol est une source potentielle de contamination aux E. coli et plus généralement aux bactéries. Alors les carcasses qui touchent... il y en a même plusieurs. Le vétérinaire demande alors au patron de protéger la viande avec un film plastique. Pour lui, cette surveillance est de plus en plus difficile à mener. Il y a quelques années, c'est vrai qu'on était peut-être une dizaine, voire une quinzaine de vétérinaires. Aujourd'hui, on n'est plus que 5. Et pour l'instant, on essaye de faire au mieux. En 6 ans, le nombre de vétérinaires fonctionnaires a baissé de 12%. Alors, sont-ils encore en mesure de contrôler toute la viande? Nous nous sommes rendus en caméra cachée dans un abattoir jugé satisfaisant par les services de l'État. Une nouvelle fois avec Frédéric, le directeur de l'association de protection des animaux. Officiellement, les vétérinaires doivent contrôler les bêtes avant leur arrivée sur la chaîne d'abattage. On appelle cela le contrôle ante-mortem, avant la mort. Et là, surprise. Parce que l'antémortem, vous avez qui? C'est un vétérinaire du coin qui le fait? Beaucoup plus. Ah, il n'y a pas d'inspection antémortem? Qui est là et elle a un casier, elle marque des anomalies sur les bêtes. C'est une technicienne Non, c'est pas une technicienne, c'est une employée chez nous. Ah d'accord, donc il n'y a plus d'inspection vétérinaire antémortem. En l'absence de vétérinaire officiel, le patron s'organise comme il peut. C'est vous la vétérinaire en fait? Ah, non, c'est une employée à nous. Elle fait le travail qu'ailleurs des vétérinaires doivent faire. Elle est caissière. Mais elle en a marre. Elle dit, moi je veux travailler sur la chaîne. Donc là aujourd'hui, enfin j'en ai depuis un certain temps,
elle veut pratiquer un petit peu le travail d'abattoir. Voilà. Qui fait l'inspection antémortem. Voilà. Frédéric est stupéfait. C'est donc cette caissière non formée à détecter une bête malade qui pallie l'absence du vétérinaire. Cet abattoir est pourtant classé 2, ce qui, pour le ministère de l'Agriculture, est un niveau convenable. Des vétérinaires absents, des établissements mal contrôlés. La Cour des comptes, dans une lettre adressée au ministre de l'Agriculture, note l'incapacité de l'État à faire pleinement respecter la réglementation sanitaire des abattoirs en France. Pour elle, l'État a failli dans ce domaine. Nous nous rendons au ministère de l'Agriculture pour demander des explications. Nous montrons à Pascale Briand, la directrice générale de l'alimentation, les anomalies découvertes lors de notre enquête. Ah, d'accord. Ah non, c'est une employée à nous. Hein. Elle fait le travail qu'ailleurs des vétérinaires doivent faire. Elle est caissière. Vous avez là pointé un dysfonctionnement qui peut tout à fait être ponctuel, mais c'est un dysfonctionnement. Donc les dysfonctionnements ne sont pas admissibles et évidemment se doivent d'être corrigés. Pascale Briand minimise, mais nous insistons. 5 abattoirs visités, 5 anomalies. Je vous répète que les services de l'État, les services d'inspection sont mobilisés au quotidien dans l'abattoir, qu'ils font bien leur travail, qu'ils sanctionnent ce qu'il doit l'être et que ce qui doit être sanctionné ou corrigé est à corriger, évidemment. La situation s'est effectivement améliorée. En 3 ans, le nombre d'abattoirs non conformes est passé de 41% à 11%. Après un tel constat, existe-t-il d'autres zones d'ombre? En poursuivant notre enquête, c'est ce que nous avons découvert. Cela concerne le mode d'abattage. Nous sommes dans une ferme en Île-de-France. Dans la famille, on est éleveur de père en fils. Aujourd'hui, Jacques-Pierre accueille un boucher de la région qui vient choisir ses bêtes sur pied. J'ai une jeune vache qui devrait vous convenir. Tous les 15 jours, le boucher achète 2 vaches. Là-bas, il y a celle-ci. On avait là. La 34, c'était celle-là. L'éleveur, qui travaille avec lui depuis de longues années, connaît parfaitement ses exigences. Donc un peu de gras. Donc vous mettez les 2 de côté. Très bien, on fait comme ça. Pas de problème. Ces 2 vaches seront livrées au boucher dès le lendemain. Pour l'éleveur, c'est l'heure de prendre la direction de l'abattoir de Meaux, à une 50aine de kilomètres de là. Il y a toujours un petit quelque chose en tant qu'éleveur qui est là au fond de nous. S'il ressent un pincement au cœur, c'est aussi parce qu'il a découvert il y a 4 ans que son abattoir avait changé de méthode d'abattage. La réglementation française puis européenne impose depuis 1964 l'étourdissement des bêtes avant leur mort. Ceci afin d'éviter toute souffrance. Une fois inconscientes, les vaches sont ensuite saignées. Une dérogation existe néanmoins pour l'abattage rituel concernant la viande cachère et halal. Et dans ces cas-là, pas d'étourdissement. Les bêtes doivent être égorgées alors qu'elles sont conscientes. Cette dérogation permet aux Français de confession juive et musulmane, qui représentent environ 7% de la population, de manger en accord avec leurs rites. Or, ces dernières années, cette dérogation est de plus en plus utilisée. D'ailleurs, depuis 4 ans, l'abattoir de Meaux, où va notre éleveur, pratique exclusivement l'abattage rituel, que les vaches soient destinées au marché religieux ou pas. À l'arrivée, les bêtes sont réceptionnées par un employé. L'éleveur n'a plus le droit d'entrer à l'intérieur. Nous filmons en caméra cachée car le sujet est très sensible. Ils égorgent tout le monde, il n'y a toujours pas moyen de revenir en arrière.
Avant, on savait que nos animaux allaient être assommés. Maintenant, ce sont des choses qui sont totalement terminées. C'est devenu 100% halal. La direction de l'abattoir a décrété que tous les animaux qui passaient ici seraient systématiquement égorgés. Pour faire abattre ces bêtes avec étourdissement, il lui faudrait sortir du département et rouler en moyenne 380 km de plus. Une solution coûteuse et irrationnelle. Alertés par les éleveurs qui n'arrivent plus à faire abattre leurs bêtes de façon traditionnelle, la maison de l'élevage qui regroupe tous les éleveurs d'Île-de-France a commandité une étude sur les abattoirs dans la région. Le résultat est étonnant. Ce que nous avons constaté après les 8 mois d'enquête, c'est que les 5 abattoirs qui fonctionnent en Île-de-France abattaient tous selon le rite musulman. Donc 100% de l'abattage est halal en Île-de-France. Nous, en ce qui concerne la maison de l'élevage, on n'a aucun problème avec l'abattage halal ou l'abattage cachère. Ce qu'on veut simplement, c'est que le consommateur puisse avoir le choix. Or, aujourd'hui, les consommateurs se retrouvent entre guillemets pris en otage et obligés de consommer de la viande qui a été abattue selon un rite confessionnel qui ne correspond pas forcément à leurs attentes et à leurs souhaits. Alors, les consommateurs qui ne souhaitent pas manger cachère ou halal ont-ils les moyens de savoir comment a été abattue la viande qu'ils achètent ? Nous nous rendons en caméra cachée dans un supermarché de la région parisienne, au rayon viande. Sur les barquettes figure un numéro. C'est le code d'identification de l'abattoir. Ici, nous retrouvons celui de Meaux, celui où notre éleveur conduisait ses vaches et qui ne fait que du rituel. Cette viande a donc été abattue de façon rituelle, mais si nous regardons attentivement la barquette, aucun signe ne l'indique. Même chose dans le rayon des viandes à la découpe. Bonjour. Bonjour. Votre bœuf, il vient d'où? Toute la viande, c'est des abattoirs de Meaux. D'accord. Et vous savez sur le mode d'abattage ou pas du tout? Il y a des fois, c'est abattu à la française, il y a des fois, ça peut être du halal. Nous, à savoir la traçabilité, on n'a aucune obligation d'afficher halal. Donc par exemple, là, si je prends un steak, c'est possible que ça soit du halal? Oui. En effet, la mention halal et cachère n'est pas obligatoire. Rien n'oblige les bouchers à préciser comment a été abattue leur viande. Silence dans les supermarchés, Bonjour, ça va? dans les boucheries aussi. Mais pour le boucher qui va lui-même à la ferme choisir ses vaches, ce tabou est devenu pesant. Aujourd'hui, il réceptionne sa viande qui sort de l'abattoir de Meaux. Vous leur dites que les bêtes ont été abattues de façon rituelle? Disons que déjà, ils ne s'attendent pas à avoir dans une boucherie traditionnelle de la viande halal. Mais bon, c'est vrai qu'on leur cache un petit peu, mais voilà, on n'a pas le choix, quoi. On est obligé de mentir un petit peu aux clients, quoi. Tous les autres bouchers sont dans mon cas. Lassé de mentir, notre boucher a décidé de dire la vérité à ses clients. Pas facile. Mais non, je fais pas que halal, mais si vous voulez, vous avez... Non mais c'est pas moi qui choisis, madame, c'est qu'en fait c'est la façon de la tuer qui fait qu'elle est halal. Mais le souci c'est qu'on n'a pas le choix, il n'y a plus d'abattoirs qui tuent en Île-de-France. Mais je savais pas qu'il y avait... Disons qu'on n'a plus le choix parce que c'est des abattoirs privés. Bon, ça veut pas dire qu'elle est pas bonne, Bien parce sûr. que bon, j'en ai pris chez vous, elle est bonne, la Ouais. viande, donc c'est pas le souci, quoi. Non, oui, ça me choque. Enfin, disons que ça me choque qu'on n'ait pas le choix, enfin, qu'on ait peu le choix, c'est surtout ça, quoi, en fait. Je trouve qu'il devrait y en avoir un petit peu pour tout le monde, quoi, parce qu'il y a des gens qui sont croyants, donc que ce soit d'un côté comme de l'autre, il faut rééquilibrer. Je pense que ça serait mieux que ça soit étiqueté et que ça soit précisé aux clients. Ouais, mais au niveau qualité... Du rituel qui s'écoule sur le marché classique, une pratique qui ne se limite pas à l'Île-de-France. Selon une enquête du ministère de l'Agriculture datant de 2008, chaque année en France, 32% des bêtes sont abattues de façon rituelle. Pourquoi les abattoirs choisissent-ils l'abattage rituel alors que les consommateurs de viande halal et cachère ne représentent que 7% de la population? La réponse est très claire pour Florence Bergeau-Blaclair, une sociologue spécialiste du halal. C'est pas pour des questions religieuses que la plupart des abattoirs se sont mis au rituel et au halal notamment. Non, ce sont pas des entrepreneurs religieux, ce sont des entrepreneurs économiques qui veulent faire de l'argent et qui veulent être compétitifs sur le marché de la viande. Les producteurs en viande qui, pour des raisons de rentabilité, d'économie d'échelle, préfèrent faire du tout halal plutôt
que de faire de telle heure à telle heure une chaîne halal, puis ensuite de tout nettoyer, de nettoyer les chaînes, de passer au conventionnel, de tout renettoyer, de faire ça coûte beaucoup plus cher. Les abattoirs font ainsi des économies, et il n'y a pas que cela. Nous sommes à Jossigny, en Seine-et-Marne. Chaque année, Dominique Dupas fait abattre 1500 tonnes d'animaux, principalement des moutons et des veaux. Donc là, c'est les bergeries attenantes à l'abattoir. Hein. Les bêtes sont en attente d'être sacrifiées parce que l'abattoir aujourd'hui est 100% halal. Chez lui aussi, cette viande, abattue rituellement, est écoulée pour partie sur le marché classique. En abattant 100% halal, les deux marchés lui sont ainsi ouverts. Nous, on a l'intérêt de faire du halal parce qu'aujourd'hui, on peut distribuer aussi bien à des bouchers musulmans qu'à des bouchers qui font du traditionnel, puisqu'il n'y a aucune loi, il n'y a aucun souci pour revendre du halal sur un marché traditionnel. En revanche, le contraire n'est pas possible, puisque les boucheries musulmanes n'achètent pas de viande abattue classiquement. Et ça, tous les abattoirs l'ont bien compris. Je pense qu'il y a environ peut-être 90% d'abattoirs, et surtout dans les très très gros abattoirs qui tuent 5-6 000 moutons ou bovins semaine, qui font que du halal. Pour eux, c'est quand même c'est justifié et économiquement très très justifié. Une course à la rentabilité, un étiquetage inexistant, outre ce manque de transparence, des experts commencent à tirer la sonnette d'alarme sur un autre point. Dans le parc du château de Versailles, où il a ses bureaux, nous rencontrons Gilbert Mouton, ancien professeur à l'école vétérinaire de Maisons-Alfort et expert auprès des tribunaux. Selon lui, l'abattage rituel peut parfois favoriser la propagation des bactéries contenues dans l'estomac des bêtes. Explication avec ce schéma. À gauche, une bête tuée classiquement. Vous avez un animal qui a été saigné au niveau du cou. Lorsque cet animal a fini de saigner, on ligature l'œsophage de façon à ce que le contenu du tube digestif ne vienne pas polluer le cou, qu'on appelle le collier en boucherie, et la tête. Cette ligature se fait à l'aide d'un gros élastique qui ferme l'œsophage. Le problème, c'est que lorsque les bêtes sont égorgées de façon rituelle, il est impossible de faire cette ligature. Dans l'abattage rituel, l'animal a été égorgé et lorsque l'on a tranché la gorge, l'œsophage et la trachée ont été tranchés, ouvertes. Le danger, il est là parce que les plaies sont béantes, vous avez un déversement du contenu de l'estomac avec les germes qu'il contient dans la plaie de saignée et sur la tête. Illustration dans un abattoir qui ne pratique que l'abattage rituel. La bête est égorgée et le contenu de son estomac se déverse. Voilà, là on a le rumen qui se vide là. Un déversement qui a lieu dans 15 à 20% des cas. La viande située près de la plaie de saignée se trouve ainsi contaminée. Or, c'est avec cette partie-là proche du cou que sont fabriqués les steaks hachés. Le ministère a pris cette question au sérieux. Dans ce rapport de 2007, il note que les parties souillées ne sont pas assez bien découpées. Cela s'appelle le parage. Dans les abattoirs, le parage des plaies de saignée est un problème récurrent. Le problème est accru dans les abattoirs pratiquant des abattages rituels. Au téléphone, un autre expert confirme le rapport, mais trouve que la situation s'arrange. Je trouve que ça s'est amélioré, mais il y a toujours... On n'est pas à 100%, hein, ça c'est sûr. Ça c'est évident, puis il suffit qu'on soit avec des remplaçants sur la chaîne, il suffit que la cadence soit un peu plus importante, le risque il existe, quoi. Aujourd'hui, que ce soit dans l'abattage traditionnel ou rituel, le colis est une bactérie très difficile à maîtriser.
Les experts sont unanimes. Pour éviter tout risque d'intoxication, les steaks hachés doivent être mangés bien cuits, surtout pour les enfants. Bonsoir Véronique. Bonsoir Françoise. Alors c'est vous qui avez dirigé ce reportage. L'une des révélations de votre enquête, c'est l'importance de l'abattage rituel, de l'abattage halal. Alors pas sous la pression des communautés, pas sous l'explosion de la demande, mais tout simplement parce que cet abattage rituel est plus rentable. Tout à fait. Je pense qu'il faut le répéter de manière très claire. Le fait que le volume des viandes abattues rituellement est augmenté ces dernières années et le fait que ces viandes se retrouvent pour partie aujourd'hui sur le marché classique, ce sont des décisions qui ont été prises petit à petit par les abattoirs eux-mêmes. Ce sont les directeurs des abattoirs, et notamment les plus importants de France, qui ont pris ces décisions, guidés par des intérêts économiques. Le but, c'est de gagner. Enfin, oui, le but est économique. La religion n'a rien à voir là-dedans. D'ailleurs, les consommateurs juifs et musulmans ne le savent pas. Ils ne sont pas au courant de ces pratiques. Non, ils ne le savent pas. Eux, la seule chose à laquelle ils tiennent, c'est que quand ils achètent de la viande cachère halal, ils veulent vraiment acheter de la viande cachère halal, c'est tout. Mais ils n'en demandent pas plus. Alors, il y a un décret qui a été pris tout récemment pour renforcer la vigilance sur ces abattages. Tout à fait, il a été pris en décembre dernier. C'est un décret qui... Il n'y a pas encore les décrets d'application, mais il a été pris en décembre dernier. Il dit que les abattoirs qui abattent de manière rituelle doivent le faire de cette manière s'il y a une commande commerciale qui correspond, qui le justifie. Voilà. Alors, il y a une autre révélation dans votre reportage, c'est le nombre d'abattoirs qui ne respectent pas les normes, qui sont encore en infraction. Tout à fait. Bon, ça s'améliore quand même. Hein. On est parti du rapport de la Cour des comptes de 2008 où 41% des abattoirs n'étaient pas conformes. On parle de normes d'hygiène, hein, normes sanitaires. Tout à fait. 4 ans plus tard, c'est 11%. Donc ça s'est vraiment amélioré. Il y a encore des progrès à faire, c'est sûr. Les autorités doivent être vraiment vigilantes. D'autant plus que les abattoirs, ce sont des outils industriels très fragiles qui se dégradent très vite. Parce qu'il y a beaucoup d'eau, beaucoup de détergents, beaucoup de cadences. Les cadences sont de plus en plus élevées, donc l'appareillage est très sollicité. Donc tout simplement, les autorités doivent faire un effort vraiment de contrôle fort. Pour qu'il y ait des investissements permettent des travaux réguliers, ce qui n'est pas toujours fait. Par exemple, à Saint-Afrique, il y avait eu des travaux, c'était mieux, ça s'est redégradé, ils ont laissé la situation telle quelle pendant 5 ans. Donc il faut que les sanctions soient appliquées plus vite. Les renforts de vigilance. Ouais. Merci Véronique. Merci à vous François.